Bonjour et bienvenue. Nous allons débuter notre Mute Online du jour. Je suis Justine Mandrou, responsable prévention à la Mutualité française Occitanie. Je suis ravie de vous accueillir et de vous accompagner tout au long de cette séance. La Mutualité, en tant qu'acteur de prévention santé, vous propose ses actions en ligne sur de multiples thématiques. Pour cette séance, nous avons prévu de vous proposer l'atelier Les clés pour une assiette éco-responsable. Avant de laisser la parole à Mallory Ferrec, diététicienne et responsable prévention à la Mutualité française Occitanie, je vous rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à 19 heures. Mallory, bonjour, je te remercie d'avance pour ton intervention. Merci Justine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue du coup dans ce webinaire sur l'alimentation durable, les clés pour une alimentation éco-responsable. Donc comme Justine l'a déjà dit, je suis Mallory Ferrec et je suis diététicienne. Alors, tout au long de ce Mute Online, on va voir déjà qu'est-ce que c'est l'alimentation durable, comment on la met en place concrètement. On fera un petit point sur la lecture des étiquettes alimentaires et vous comprendrez pourquoi. Et on partagera. Alors là, le but, c'est là qui est intéressant le chat aussi, c'est que vous nous partagiez vos astuces anti-gaspi, et puis je partagerai celles que je mets en place et celles qu'on voit dans nos ateliers, et vous nous enrichissez. Alors déjà, selon vous, est-ce que vous pouvez mettre dans le chat pourquoi on s'intéresse aujourd'hui à l'alimentation durable? Qu'est-ce qui fait qu'on en parle de plus en plus et que c'est devenu pas une mode, mais notre façon de consommer? Est-ce que vous avez une idée de pourquoi on s'intéresse à l'alimentation durable? Trop de gaspillage, oui, ça on va le voir. Le gaspillage, c'est bien déjà ça, vous en êtes conscient. Il y en a vraiment beaucoup. Je ne sais pas si vous savez à quel point, mais ça on va le voir, ça en fait partie. Bon, on parle du gaspillage. Respect de la nature des animaux, c'est ça. Il y a un petit peu de tout. Déjà, en tout ce qui est sécurité alimentaire, il y a vraiment un accès qui est inégal à la nourriture dans le monde. Il y a des millions de personnes qui souffrent de faim, notamment dans les pays du Sud, et on verra, nous, au contraire, on a une alimentation qui est déséquilibrée, qui est trop riche, et, euh, et il y a beaucoup de gaspillage, comme vous l'avez dit. Il y a aussi plusieurs conflits, des climats et des instabilités économiques hein, qu'on voit, c'est d'actualité, qui aggravent toutes ces pénuries. L'agriculture intensive aussi, qui n'est pas durable dans le temps, puisqu'elle épuise les sols, elle pollue les eaux et ça menace la biodiversité, donc comme disait Véronique, la protection de l'environnement. Il y a des surpêches et de la déforestation. Bon, voilà, ça rejoint l'agriculture intensive, hein, les émissions de gaz à effet de serre. Comme vous l'avez dit, le gaspillage alimentaire, vraiment la perte et le gaspillage alimentaire dans le monde sont énormes. Alors, dans le sud, c'est plutôt en lien avec les récoltes et pendant le transport. Et nous, dans les pays du nord, c'est plutôt lié à une trop grande consommation et du coup du gaspillage. Donc, les deux, en fait, les pertes et le gaspillage font qu'il y a environ un tiers de la nourriture qui est produite dans le monde qui est perdue ou qui est gaspillée. Déjà, c'est énorme à l'heure d'aujourd'hui et au vu de tous les enjeux que ça représente. Donc, comme je vous disais aussi, il y a le double fardeau de la sous-alimentation dans certains pays et nous, dans nos pays du Nord, l'obésité, les maladies chroniques et des régimes qui sont trop riches. Alors, il y a des personnes du coup qui n'ont pas assez à manger. Et tout ce qui est pression climatique, donc tout ce qui est changement climatique, on le voit, hein, il fait de plus en plus chaud, ou alors il y a des pluies qui sont de plus en plus importantes. Et tout ça, ça va affecter les rendements agricoles. On le voit même avec la grêle, toutes ces choses-là. Et du coup, une réduction de la résilience des systèmes face à tous ces aléas qui font que il faut qu'on trouve une solution parce qu'on voit bien que ce modèle alimentaire peut pas perdurer et tout le rôle et l'importance de l'alimentation durable et les éco-gestes à mettre en place. Alors, avec tout ce que je viens de vous dire, est-ce que vous avez des idées? Qu'est-ce que ça représente pour vous l'alimentation durable? Qu'est-ce que c'est? En lien avec ce que j'ai dit, déjà, ça pourrait vous donner des petites idées. Je sais pas s'il y en a qui ont des idées dans le chat, je regarde en même temps. C'est encore un peu flou pour vous, tant mieux si vous n'avez pas toutes les réponses. Le but, c'est que je vous les amène. Consommer local, super, ouais, ça on va le voir, alimentation locale, ça en fait partie. Alors, déjà, l'alimentation durable, on parle d'alimentation, donc c'est quelque chose que nous allons consommer. Il faut que ça soit sain, sain pour nous et on va voir sain pour l'environnement, que ça soit adéquat et sûr pour notre santé. On va pas manger des choses, je sais pas, quelque chose qui vient de sortir et c'est à la mode. Bon, c'est pas forcément sûr pour nous. Voilà, il faut qu'il y ait tout ça qui soit respecté. Donc, il faut que ça soit sain, adéquat et sûr pour nous. Et comme on l'a vu, du respectueux de l'environnement. On ne peut pas continuer, comme on le disait tout à l'heure, avec la surpêche, avec la destruction des sols, tout ça, ça c'est pas possible. Donc le but de l'alimentation durable, c'est que ça soit sain pour nous et ça soit sain aussi pour l'environnement. Il y a quelque chose qui est très important aussi que vous n'avez pas forcément dit, mais il y a tout ce qui est volet économique. Il faut que ça soit économique,
économiquement viable, pardon, pour nous. Il faut que nous puissions quand même continuer à acheter nos denrées, mais il faut que ça soit aussi économiquement viable pour les agriculteurs. Il y a des gens qui vivent de ça et il faut qu'on trouve une bonne balance entre les deux. Ça joue beaucoup. Et pour finir, il faut que ça soit aussi culturellement acceptable. On n'a pas tous dans le monde les mêmes pratiques alimentaires, les mêmes habitudes. On a aussi des pratiques culturelles qui font que si on est végétarien, si on mange halal, il y a plein de choses qui rentrent en compte et il faut que ce soit culturellement acceptable pour tous. Donc on voit en fait l'alimentation durable, il y a vraiment c'est multifactoriel. On voit que ça touche à nous, on voit que ça touche à l'environnement, on voit que ça touche à l'économie et on voit que ça touche à la culture. Donc pour faire une petite définition, donc je vous l'ai mis là, la définition de l'alimentation durable, c'est vraiment cet ensemble de pratiques alimentaires qui visent à nourrir les êtres humains, comme je le disais, en qualité et en quantité suffisante aujourd'hui, mais que ça soit aussi viable pour demain et que ça respecte l'environnement et que ce soit accessible et économiquement et rémunératrice sur l'ensemble de la chaîne alimentaire, comme je le disais, du début à la fin. Et pour qu'on puisse mettre en place cette alimentation durable, il y a vraiment 3 leviers. Il y a tout ce qui est produire des aliments à faible impact environnemental, et on va le voir après quels sont-ils. Faire évoluer les pratiques alimentaires pour réduire du coup l'impact de notre assiette et réduire, mais vraiment réduire drastiquement les pertes et le gaspillage alimentaire sur toute la chaîne. Et ça, c'est vraiment un des enjeux hyper importants. Mais du coup, vous en étiez déjà conscient, puisque j'ai vu dans le chat qu'il y avait déjà marqué le gaspillage. Alors, une fois que je vous ai dit tout ça, on va se dire, mais comment on fait? Comment on entreprend une alimentation durable? Bon, on va voir, je pense que vous avez tous les clés, mais j'espère vous apprendre quelque chose. Mais au fond de nous, je pense que vous le savez un petit peu. Il y a ce qu'il existe le PNNS. Je pense que vous en avez peut-être déjà entendu parler. Alors peut-être pas sous ce nom de PNNS ou de Programme National Nutrition Santé, mais c'est par exemple des fois les recommandations qu'on voit manger 5 fruits et légumes par jour pour votre santé, manger pas trop gras, trop salé, trop sucré, pardon. Voilà, tout ça, ça fait partie du PNNS. Et le PNNS, c'est des repères nutritionnels en fait pour la population bien portante. Ça a été mis en place il y a quelques années parce que face à l'augmentation de toutes les maladies cardiovasculaires, l'obésité, le diabète, il fallait réagir et donner des repères à la population. Et ces repères, bien sûr, ils sont pour tout un chacun, mais ils sont à adapter selon nos goûts. Ça, c'est hyper important. Là, c'est pas le but, mais enfin, je le dis tout le temps à toutes les animations. L'alimentation, ça doit rester du plaisir. Il faut pas non plus trop être centré sur toutes ces recommandations. Attention, on va le voir aussi, l'équilibre, ça se fait pas sur une assiette, ça se fait le repas, la semaine, la journée. Alors, on n'est pas tranché comme ça, donc le plaisir doit vraiment rester euh, quelque chose d'indispensable. Donc pour ce qui est plaisir, les goûts de tout un chacun, on est tous différents. On a aussi nos modes de vie qui sont différents et nos pathologies. Il y a des régimes particuliers pour certaines pathologies. Là, moi, dans ce webinaire, je vais vraiment parler pour la population générale. Mais sachez que c'est en fonction. Si votre médecin vous a dit quelque chose, c'est pas parce que je vous dis ça aujourd'hui qu'il va falloir tout remettre en jeu. Mais voilà, c'est important de dire que, enfin, on mange pas tous de la même manière et c'est adapté en fonction de tout un chacun. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette petite affiche. C'est les repères du coup du PNNS. C'est les nouveaux. Les nouveaux maintenant, ça doit faire maintenant 4-5 ans qui sont sortis. Alors, on a 3 colonnes. La première, augmenter. La deuxième, aller vers. Et la troisième, réduire. Augmenter les fruits et légumes. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est tout ce qui est 5 fruits et légumes en portions par jour. Donc, c'est pas 5 fruits et 5 légumes, c'est 5 fruits et légumes. Et attention aux faux amis, comme les jus de fruits, qui font pas partie de la catégorie des fruits et légumes. Je suis désolée, maintenant, c'est dans la catégorie des produits sucrés. Et attention aussi à tout ce qui est yaourt aromatisé aux fruits ou des choses comme ça, qui font partie aussi des produits sucrés. Donc, attention aux faux amis, le marketing est très bon pour nous faire consommer des produits en nous faisant penser que ça correspond à la portion de fruits et légumes, et ce n'est pas le cas. Parce que qu'est-ce qui est hyper important en fait dans les fruits et les légumes, ce sont les fibres. Et les fibres, on va le voir, on n'en consomme pas assez. Donc voilà, petite parenthèse. Les légumes secs, et ça vous allez voir, on va énormément en parler pendant ce webinaire, parce que enfin, ils apportent des choses, on le verra après. Les légumes secs, je sais pas si dans le chat vous pouvez me dire, est-ce que vous savez les recommandations actuellement de consommation par semaine des légumes secs? S'il y en a qui ont la réponse, n'hésitez pas à le dire. Les cacahuètes ne font pas partie des légumes secs, je vois la question. Donc, les légumes secs, c'est vraiment tout ce qui est lentilles, toutes les sortes d'haricots, haricots blancs, haricots rouges, les pois chiches, etc. 2, Véronique, exactement, c'est 2 fois par semaine.
Une portion par jour, ça ferait peut-être beaucoup, si on n'a pas l'habitude en tout cas. Mais voilà, c'est 2 fois par semaine les légumes secs. Donc en augmentation, les légumes secs, c'est vrai qu'ils étaient pas, ils étaient dans une famille autre et on les a vraiment sortis à part entière parce qu'ils ont des apports beaucoup plus importants que ce que l'on pensait. On a tout ce qui est fruits à coque. Donc là, vous disiez tout à l'heure, les cacahuètes, ça fait partie des oléagineux. Tout ce qui est noix, noisettes, amandes, non salées. Et bien sûr, du coup, les cacahuètes, c'est pareil, c'est non salé. C'est pas, désolé, les cacahuètes de l'apéro. Voilà, tout ce qui est non salé. Fruits à coque, on en reviendra aussi après. Privilégier tout ce qui est fait maison. Et ça, pour l'alimentation durable, c'est hyper important. L'activité physique aussi, donc ça, c'est en lien avec le PNNS. Aller vers tout ce qui est céréales complètes, tout ce qui est pain complet, céréales, pâtes, semoule, tout ce qui est riz complet, toujours dans ce but d'augmenter la consommation de fibres, parce qu'on n'en consomme pas assez, donc on verra les recommandations. Tout ce qui est poisson gras et maigre en alternance, et on verra pour l'alimentation durable aussi tout ce qui est poisson. Les huiles végétales, la consommation de produits laitiers suffisante mais limitée. Avant, on était à 3 par semaine. Maintenant, on est, pour la population adulte, on est passé à 2. Et bien sûr, vous l'avez dit tout à l'heure, aller vers tout ce qui est saison et produit localement, ça c'est hyper important. Souvent, on dit les portions, c'est une taille de la main. Je vois les questions pour les fruits et légumes. Et je l'ai pas mis dans la diapo, mais on peut le retrouver sur Internet. Tout ce que je vous dis là, je me suis inspirée de 2 sites. Il y a le site de mangerbouger.fr. Donc ça, vous pouvez le retrouver sur Internet. Et notamment, ils ont une rubrique sur tout ce qui est portions pour les fruits et les légumes. Donc vous pouvez vous renseigner. Et je me suis basée aussi sur l'ADEME, qui est vraiment une mine d'informations sur l'alimentation durable. Donc je vous invite à consulter après ces 2 sites. Donc je reviens, du coup, je rembobine. Donc tout ce qui est saison et produit localement et les aliments bio. Et réduire, bon ça je vais pas vous apprendre des choses non plus, tout ce qui est alcool, les produits sucrés, les boissons sucrées, tout ce qui est produits salés, bon, ça va avec la charcuterie, la viande et notamment la viande rouge, et ça on va le voir sur l'alimentation durable, il y a un vrai lien. Les produits Nutri-Score, alors DE tout en gardant son bon sens, parce que bien sûr, par exemple le beurre, ça va être en D ou E, et c'est pas parce que c'est D ou E qu'il ne faut plus en consommer. Voilà. Il y a toujours cette pression de réduire et on n'arrête pas de consommer quelque chose, ça c'est quelque chose qu'on on ne fait plus maintenant. Et le temps passé assis, voilà. Ça, c'était pour vous faire un petit topo des repères actuels. Donc, ça nous vient à la première chose à faire pour l'alimentation durable, c'est de limiter sa consommation de viande rouge. Ça, je ne sais pas si vous en avez conscience. C'est vrai que quand on fait cet atelier en présentiel, on se sert d'un jeu de société qui est hyper bien fait. Et on a les quantités d'émissions de CO2 derrière les plats. Les personnes ne s'en rendent pas compte. Et puis quand on retourne l'assiette, elles sont vraiment... c'est waouh, ça choque. Alors là, je peux pas vous faire un gros choc, mais je vous ai mis du coup pour compenser un diagramme où vous voyez en fait la quantité d'émissions de CO2 pour 100 kilocalories d'aliments, en sachant que la viande atteint beaucoup plus rapidement, on met beaucoup, pardon, je recapépète. On a besoin de produire beaucoup moins de viande pour atteindre 100 kilocalories que des légumes, par exemple, parce que pour arriver à 100 kilocalories de légumes, il va falloir en produire beaucoup, alors que la viande de ruminant, on y arrive très vite. Donc on voit l'émission de CO2, il n'y a pas photo quand on voit ce graphique. On voit que la viande de ruminant, tout ce qui est viande, donc les ovins, caprins, tout ça, et la viande rouge, c'est vraiment supérieur à 1000 par rapport à 100 kilocalories. C'est énorme. On voit qu'il y a les produits de la mer en deuxième et porc et volaille en troisième, mais on voit qu'il y a quand même une grosse différence, c'est la moitié. Donc vraiment, tout ce qui est viande rouge, c'est le plus important. On verra après, voilà, il y a tout ce qui est légumes, les œufs, charcuterie, produits laitiers, on descend, et nos fameux légumes secs. Alors, je ne sais pas si vous voyez ma souris, donc les légumes secs sont ici. Quand vous comparez par rapport à la viande de ruminant, il n'y a pas photo, c'est énorme la différence. Vraiment limiter sa consommation de viande rouge, je pense que c'est la première chose à faire. Après, je vais vous en donner plusieurs. Comme je dis, tout à l'heure, on a parlé du plaisir, on a parlé des habitudes alimentaires, de la culture aussi qu'on a. Des personnes, je comprends que quand on a été habitué à manger de la viande rouge à tous les repas, ça va être compliqué. Mais justement, je dis diminuer. Donc, quand on diminue, on part de là où on est actuellement. Si vous mangez de la viande rouge à tous les repas, ben, c'est peut-être se dire une fois dans la semaine déjà, eh ben, j'adapte par quelque chose. Et puis, pendant un mois. Et puis, le mois d'après, bon, bah, alors 2 repas sans viande rouge. Il faut toujours partir de là où on est actuellement et de diminuer. Il faut pas se dire, ah, mais elle a dit qu'il fallait diminuer sa viande rouge, alors je vais en manger plus que 3 fois par semaine. Si vous en mangez tous les jours, ça va être difficile pour vous. Tout changement doit être par étapes. On ne doit pas se faire tout directement parce que c'est là, en fait, où c'est pour tout, hein. Alors là, je parle de viande rouge, mais c'est souvent aussi pour le sucre. Si on bannit tous les sucres, bah après, on en a encore plus envie. Ça, c'est la nature humaine. Quand on nous coupe de quelque chose, on en a envie. Donc voilà, allez-y à votre rythme.
Voilà, sachez que limiter sa consommation de viande rouge, il y aura vraiment un impact. Donc, comme je vous dis, comme sur ce graphique, qu'est-ce qu'on voit? Que les produits céréaliers et les légumes secs sont vraiment au plus bas. Votre porte-monnaie, c'est hyper chouette aussi, parce qu'on va le voir, en fait, c'est un apport de protéines qui est très peu coûteux, hein, très peu onéreux, et qui a un faible impact sur notre environnement. Et à contrario, la viande de ruminant, elle est vraiment au plus haut, elle est très très onéreuse, et ça, c'est un peu comme le poisson aussi, et ça a un fort impact sur l'environnement. Donc il faut aussi se poser toutes ces questions. Alors je dis la solution, c'est pas d'arrêter, justement, voilà, c'est d'alterner. On alterne tout ce qui est source de protéines animales avec des sources de protéines végétales. Une alternative aussi, c'est les œufs. On l'a vu, ils sont beaucoup plus bas par rapport à tout ce qui est viande. C'est un excellent apport de protéines. Il y a vraiment tous les acides aminés. Alors, comme je disais tout à l'heure, ça va faire le lien avec les légumes secs. Il faut savoir qu'une protéine, c'est un peu comme un collier de perles avec plein de petits acides aminés. C'est ce qui constitue la protéine. Et dans tout ce qui est les œufs, dans tout ce qui est viande, on a tous les acides aminés essentiels, c'est-à-dire que c'est des acides aminés qui sont pas synthétisés par l'homme et qu'on a besoin d'apporter. On les retrouve et on verra que dans les légumes secs, il manque une petite perle. Et on verra par quoi on peut l'associer pour avoir une meilleure assimilation des protéines. En tout cas, les œufs, ils ont vraiment tous ces acides aminés. C'est une excellente source de protéines. Il faut savoir aussi que pour avoir une portion de protéines, ça correspond à 2 œufs. C'est important et on peut consommer jusqu'à 6 à 8 œufs par semaine. Donc, pas de souci. Et puis, si on a des poules à la maison, c'est encore mieux, c'est frais et c'est top. On va le voir aussi. Donc, le premier, c'était vraiment de diminuer sa viande rouge. Et du coup, bah, si on diminue quelque chose, il faut bien aller vers autre chose. Et l'autre chose, c'est les produits végétaux. Privilégier vraiment les produits végétaux et les légumes secs. Alors là, je vous posais la question, je vous l'ai posée tout à l'heure, mais comme je disais, les légumes secs, c'est 2 fois par semaine, c'est les nouvelles recommandations. Alors rassurez-vous, la majorité de la population française ne consomme pas 2 fois par semaine des légumes secs. C'est quelque chose qu'on a un peu oublié. Et justement, c'est une des raisons pour lesquelles aussi on l'a sorti d'une nouvelle famille, c'est pour montrer son importance et dire attention, il faudrait vraiment en consommer 2 fois par semaine. Après, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous n'en mangez pas du tout, on va le voir, c'est quelque chose qui est très riche en fibres. Qui dit riche en fibres dit peut-être des fois aussi difficile à digérer. Et si vous n'avez pas l'habitude d'en consommer, il faut y aller tout doucement. Et privilégier d'abord les légumes secs qui sont les plus facilement digestibles. Et ça, on les retrouve. Alors ça, c'est pareil, c'est quelque chose que vous avez sur le site de l'ADEME. Vous avez tous les légumes secs avec leur temps de trempage et cuisson et qu'est-ce que vous pouvez en faire. Quand il y a marqué trempage aucun, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de prédigérer ces fibres et d'enlever ce qu'il y a dans les légumes secs aussi, ce qu'on appelle les composés azotés, et c'est ce qui fait qu'on les digère moins. Et c'est pour ça qu'on les fait tremper, c'est pour attendrir les fibres et se débarrasser d'une partie des composés azotés. Quand il n'y a pas tant de trempage, ça veut dire que c'est beaucoup plus facile à digérer. Donc si vous en consommez pas, commencez déjà par tout ce qui est lentilles vertes et lentilles corail, qui sont beaucoup plus digestes. Et les pois cassés également, pardon. Si vous avez après l'habitude d'en consommer, eh ben, n'hésitez pas à le faire en 2 fois par semaine. Surtout, bah, en ce moment, on va dire c'est l'été, c'est facile, c'est plus facile parce qu'on peut l'accommoder un peu comme on veut dans les salades. Donc c'est très intéressant. Il y a des temps de trempage aussi des cuissons qui sont importants quand on les achète secs, mais tout est balance, on va dire, dans l'alimentation. Et si vous achetez des légumes secs en conserve, c'est bien mieux que ne pas en manger, en fait. Donc, si vous avez pas le temps ou pas envie de prendre ce temps-là pour anticiper, si vous n'avez pas l'habitude aussi d'anticiper les menus, c'est vrai qu'un temps de trempage en amont, ça nécessite une anticipation. Vous pouvez très bien acheter les légumes secs en conserve et le mieux, c'est surgeler. Alors, vous voyez, j'ai appris l'année dernière dans un des ateliers que ça existait, j'avais jamais regardé. Mais en effet, maintenant que je sais que ça existe, j'en trouve. Donc, c'est encore mieux. Ça, c'est comme les fruits et les légumes. On va le voir. Le mieux, c'est frais, toujours. Et vraiment, deuxième position, et presque pas loin après le frais, il y a tout ce qui est surgelé. Parce que quand c'est surgelé, c'est vraiment récolté à maturité dans la bonne saison. C'est surgelé directement, donc on a une préservation de tout ce qui est vitamines. Et du coup, vous les consommez quand vous le souhaitez. Ça, c'est ce qu'on dit pour les fruits et les légumes. Si vous avez une envie de hors saison, il vaut mieux acheter des légumes surgelés plutôt que des légumes dans les étals. Parce qu'aujourd'hui, dans les étals, ça fait partie de l'alimentation durable aussi, on verra la saisonnalité. Et c'est un gros problème parce qu'aujourd'hui, on voit des tomates toute l'année. On ne sait plus du coup quelles sont les saisons. Si vous avez envie d'une tomate ou plutôt d'une courgette, parce que des tomates surgelées, c'est un peu plus compliqué à trouver. Mais si vous avez envie d'une courgette en hiver, il vaut mieux les acheter surgelées que frais. C'était la petite parenthèse. Mais pour dire que les légumes secs, voilà, si vous n'avez pas envie de les faire tremper, vous pouvez les acheter surgelés.
Vous pouvez les acheter aussi frais. J'ai une amie qui fait ça. Elle achète son 500 grammes d'haricots rouges, elle les fait cuire à la cocotte minute et après elle les congèle elle-même. Et au moins elle s'en sert au fur et à mesure. C'est intéressant aussi si vous vivez seul. Je sais que c'est une grosse problématique des personnes quand elles mangent, elles disent quand elles achètent par exemple une conserve. Alors bien que maintenant il existe des conserves plus petites, mais quand c'est plus petit, c'est plus cher. Du coup, une personne qui a déjà des faibles revenus, c'est compliqué. Donc on leur dit d'acheter en plus gros, mais elle le mange pas. Donc si vous voulez acheter les 500 grammes secs, vous le faites cuire une fois, vous le surgelez. Et le pratique du surgelé, c'est qu'on peut décongeler au fur et à mesure et la quantité qu'on souhaite. Donc on limite le gaspillage aussi, parce que c'est ce qui arrive quand on finit pas une boîte surgelée, on la jette. Donc tout est en lien. Donc voilà, vraiment les légumes secs, une énorme source de fibres et de protéines végétales. Je vous disais tout à l'heure que les protéines, donc c'était ce fameux collier de perles, et dans les légumes secs, en fait, il en manque un. Est-ce que vous savez où on le retrouve? Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'une association d'un aliment avec des légumes secs qui ferait que les protéines seraient mieux assimilées? N'hésitez pas à le mettre dans le chat ou voir si vous avez déjà entendu parler, on en parle de plus en plus. Donc, des fois, maintenant, à mes ateliers, j'arrive et en fait, les personnes le savent déjà. Je dis, bon, bah, c'est bon, je peux repartir, vous savez déjà tout. Moi, je vois pas dans le chat, donc c'est peut-être que vous ne le savez pas. Il faut, en fait, associer les légumes secs avec les féculents pour avoir une assimilation des protéines qui soit plus importante. Donc, tout ce qui est féculent, ça je vous l'ai mis, tout ce qui est pâtes, tout ce qui est riz, bon, avoine, sarrasin, quinoa, le millet, tout ce qui est pain également. C'est vrai qu'au début, quand je dis ça, on me dit, oh, mais c'est bizarre d'associer des céréales avec des légumes secs, ça doit faire lourd. Alors déjà, on adapte les quantités. On met pas la même quantité de légumes secs plus la même quantité de féculents si on avait mangé que des légumes secs. On fait moitié-moitié. Il faut que ça soit dans l'assiette. Donc, si vous avez du mal à associer des légumes secs avec des céréales, vous pouvez aussi manger, je sais pas moi, une salade de lentilles avec des tomates, là c'est l'été, et à côté, vous allez manger votre pain avec du fromage. Le fait que dans un même repas, il y ait le pain et les légumes secs, ça fonctionne. On va avoir des idées d'association. Et d'ailleurs, si vous avez des idées d'association, n'hésitez pas à le mettre dans le chat parce que ça peut donner des idées aux personnes présentes. Mais voilà, associer les légumes secs avec les céréales et on va voir que ça se fait beaucoup. Et si possible, comme je disais tout à l'heure, les céréales, s'ils peuvent être sous forme complète, alors ou semi-complète, parce que comme je le disais tout à l'heure, quand on n'a pas une alimentation qui est riche en fibres, on peut peut-être avoir du mal à les digérer. Et il faut savoir aussi que ça n'a pas le même goût. Donc pour s'habituer, on peut passer déjà sur du semi-complet, et puis après passer au complet si vous en avez envie. Et c'est pareil, comme je disais, tout changement, ça prend son temps. Si vous consommez pas du tout de choses complètes, même si vous prenez du semi-complet, ne videz pas vos placards et ne les remplacez pas tous par du semi-complet. Peut-être que vous allez me maudire en me disant étape par étape. Du coup, pour les petites idées que je vous disais, donc là il y a un petit tableau et on verra, j'en ai mis d'autres après. Tout ce qui est légumes secs, donc les céréales que je vous disais, et il y a des minestrones, des salades de lentilles, des pailles là aussi où on rajoute des haricots rouges, couscous. Alors, souvent ce qu'on dit c'est le chili sin carne, on va le mettre après, mais je vais vous mettre ma petite diapo, parce qu'il y a des choses qui existent déjà, le couscous, on a de la semoule et on a du pois chiche. Euh, dans le chili, du coup, on va dire sin carne, on a des haricots rouges et on a du riz. Voilà, ça c'est toutes les petites idées que vous pouvez mettre en place. Mais après, je vous invite vraiment à aller regarder le site de l'ADEME. Ils ont fait tout un calendrier de recettes sur les légumes secs qui est hyper intéressant. C'est ce que je distribue aux ateliers. Et il y a plein d'idées, et même sur Internet, maintenant on le dit, c'est vraiment une source d'idées de recettes qui est très importante. Et vous mettez idées légumes secs avec féculents et vous allez en trouver plein. Surtout là, je vous disais l'été, les salades de haricots rouges avec du riz, du maïs, les salades où on met des pois chiches dedans avec des concombres, de la feta du riz, pardon. Ben, il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place. Donc là, j'ai marqué pour l'été aussi, l'hiver, pardon, tout ce qui est haricots rouges gratinés façon bolo, les currys de pois cassés, les dalles de lentilles, voilà, les soupes de lentilles avec de la pomme de terre. Voilà, il y a plein de choses qui existent. N'hésitez pas. Et ça qui est intéressant aussi avec l'alimentation durable, c'est peut-être ça va vous faire changer des habitudes alimentaires. Mais si vous êtes un peu curieux, vous allez découvrir des nouvelles saveurs. Et c'est ce qui est hyper important dans l'alimentation. On parlait de plaisir tout à l'heure. Quand on a des nouvelles habitudes, et c'est un souci aussi, bah, c'est le souci que je vois le plus en atelier, on me dit souvent, mais je sais un petit peu tout ça, mais moi, le problème, c'est que bah, je suis seule ou j'ai pas d'idée, je mange toujours la même chose. Bah, je dis, bah, au contraire,
là, de se dire, bah, une fois dans la semaine, vous allez découvrir les légumes secs, vous allez découvrir des nouvelles recettes, vous allez les partager aussi parce que du coup, ça fait quelque chose à dire à le voisin, la voisine, petits-enfants, et du coup, ça recrée quelque chose de super chouette. Donc, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à tester cet été des idées de recettes. Vous allez voir, c'est vraiment super bon. Oui, le site de l'ADEME, je vois la question, c'est ADEME. Je fais des pauses, des fois, si vous me voyez regarder vers le haut, je regarde le chat, j'essaie de regarder, mais je ferai des pauses parce que j'imagine que j'ai pas tout vu. Tout à l'heure, il y a une dame qui me parlait des cacahuètes. Ah, donc voilà, je disais les fruits à coque, c'est vraiment, c'est une source aussi de protéines. Alors attention, ça fait partie aussi des recommandations. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. On parle de une petite poignée par jour parce que c'est certes super bon pour la santé, mais comme tout, en fait, tout est question de quantité et c'est des choses qui sont grasses. Hein. On fait la noix avec les amandes, on fait de l'huile, donc tout ce qui est avec lequel on fait de l'huile, ça veut dire que c'est gras. Mais c'est du bon gras. Donc, c'est des oméga 3, des oméga 6, des choses qu'on a besoin, il n'y a pas de souci. Mais voilà, on dit une petite poignée. Et ça, c'est bien aussi de se créer des petites portions déjà prêtes. Ou si vous allez au travail, de ne pas prendre le paquet avec vous, mais de mettre dans un petit tupperware une quantité. Parce que ça, c'est le truc que je vois au quotidien. Bah, souvent, quand on l'a, on pioche. Et puis on pioche. Ah, bah, c'est bon. Et ça a le goût de reviens-y, quoi. Donc voilà, les fruits à coque, c'est hyper intéressant pour les protéines et pour les apports en oméga 3. Vous avez plusieurs sortes de façons pardon, de les consommer. Alors soit vous les mangez, bon, je dis en noix dans les salades, vous pouvez les purées d'oléagineux aussi. Attention, il y a une différence entre les beurres, par exemple je parle de la cacahuète, le beurre de cacahuète et la purée de cacahuète. Il faut savoir que la purée de cacahuète, c'est vraiment 100% de cacahuète. Alors que quand on a des beurres de cacahuète ou beurre d'amande, on va rajouter en fait soit des matières grasses, soit du sucre. Donc toujours privilégier aussi les purées pardon, de cacahuètes. Et bien sûr, on parle d'alimentation durable. Regardez la provenance, parce que souvent, c'est des choses qui viennent hors UE ou même pas de France. Alors, de France, des fois, ça arrive, mais qui sont des fois pays de l'Union européenne. Et souvent, c'est hors pays de l'Union européenne. On voit Argentine, quand on regarde derrière. Il y a des fois, il y a des, je citerai pas le supermarché, mais il y en a où c'est même pas écrit, où il y a juste deux petites lettres. Il faut vraiment faire des recherches, parce que du coup, j'ai dû faire des recherches pour préparer cet atelier. Et souvent, alors dites-vous que quand c'est pas marqué sur le paquet, c'est que c'est sûr que ça ne vient pas de France ni de l'Union européenne, sinon ils en auraient fait la pub. Donc voilà, attention c'est hyper intéressant. Regardez d'où ça vient et une petite poignée par jour, ce sont les recommandations. On a aussi du coup, donc je vous disais, privilégier produits végétaux, attention. C'est là qu'on va faire notre petite parenthèse sur les lectures des étiquettes alimentaires. Donc si vous avez autour de vous, dans un placard, un paquet, vous pouvez le prendre avec vous parce que ça peut-être vous aidera à déjà décrypter l'étiquette alimentaire d'un produit que vous consommez souvent. Donc je vous laisse quelques minutes si vous voulez pour aller chercher quelque chose. Et je vous parle du coup des aliments ultra transformés parce qu'avec la mode justement de l'alimentation durable et de dire il faut végétaliser notre assiette, on voit de plus en plus de produits végétaux qui sont pas forcément bons parce que des fois on se dit ah bah c'est vert, il y a des pois chiches, il y a des choses comme ça, bah c'est bon pour ma santé. Attention aux aliments ultra transformés qui sont une vraie problématique pour l'alimentation durable parce que du coup ça demande énormément d'énergie pour produire ces aliments avec des ressources qui sont pas forcément très durables, justement on va le voir. Ça, pour notre santé, c'est pas super bon. Donc, c'est bien sûr fabriqué industriellement. Il y a beaucoup d'ingrédients qu'on n'utilise pas à la maison. Et c'est souvent des choses prêtes à consommer, qui sont emballées dans du plastique et des choses comme ça. Alors, pardon, je fais la petite pause. J'en profite le temps que vous allez chercher votre étiquette alimentaire. La pomme de terre n'est pas une protéine, ne fait pas partie de la viande. C'est un féculent, donc il n'y a pas d'acide aminé dans la pomme de terre. Du coup, si vous avez votre petite étiquette, sinon, si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, hein, j'ai mis des exemples à chaque fois. La petite aparté lecture des étiquettes, on va voir tout ce qui est mention obligatoire. Alors, il y a bien sûr la dénomination de viande, c'est toujours ce qui est au-dessus de la liste des. Donc là, par exemple, sur ce produit, c'était 6 barres céréalières aux pépites de chocolat. Liste des ingrédients présentés dans l'ordre de leur quantité. Ça, c'est hyper important, mais je pense que ça, maintenant, enfin, il y a beaucoup de personnes qui le savent. Le premier ingrédient, là, par exemple, c'est le sirop de glucose. Ça veut dire que c'est le sirop de glucose qui est le plus important dans ce produit. Donc, quand on mange des 6 barres céréalières, souvent, ce qu'on se dit, c'est peut-être la farine qui va être prédominante. Non, ici, c'est le sirop de glucose. Donc, déjà, là, vous pouvez dire dans ce packaging qui était très vert, très joli, je ne pourrais pas citer la marque, mais voilà, une marque qui se veut saine. Bon, voilà. Vous retournez derrière et il y a marqué sirop de glucose. Donc, voilà. Bien regarder la liste d'ingrédients, ça va vraiment être hyper important
pour l'alimentation durable, parce que des fois, on va se dire, bon, bah, j'achète ce produit en se disant, bah, c'est végétal, je mange pas de la viande, du coup, je vais appeler ça un steak végétal. On ne parle pas de steak végétaux, mais voilà, il y a des steaks végétaux, par exemple, qui arrivent, et ça va être un exemple de liste d'étiquette. On se dit, bon, bah, la personne, au webinaire, elle m'a dit qu'il fallait que je limite ma consommation de viande rouge, du coup, je vais prendre ça. Et au final, en fait, quand on regarde l'étiquette alimentaire, ça va pas du tout. Donc, attention à tout ça. Bon, la quantité de certains ingrédients est mise en valeur quand on parle de pépites de chocolat, par exemple, dans la dénomination de vente, on doit mettre la quantité dans la liste des ingrédients. Donc là, il y a la liste des ingrédients qui est vraiment hyper importante. Donc le mode d'emploi, bien sûr, s'il faut conserver à sec, s'il faut conserver au frigo, ça c'est hyper important. Et ça, on va le voir, le mode d'emploi est hyper important par rapport au gaspillage alimentaire, parce qu'il y a des choses qui nécessitent d'être stockées au frais. Et si on rompt la chaîne du froid, ben c'est là que le produit va peut-être plus périmer avant la date et qu'on va avoir tendance à le jeter. Donc le mode d'emploi est quand même hyper important. Et la déclaration nutritionnelle, je dirais que voilà, c'est le top 2 entre la liste d'ingrédients et la déclaration nutritionnelle. C'est vraiment hyper important pour savoir qu'est-ce qu'on mange. Donc c'est souvent présenté comme ça. C'est obligatoire en fait pour 100 grammes. Et après, s'ils sont gentils, ils vous disent pour une portion. Donc là, en l'occurrence, c'est une barre. Vous avez donc pour 100 grammes la quantité d'énergie que ça vous apporte. Et cette quantité d'énergie, elle est apportée par les matières grasses, les glucides et les protéines. C'est les trois sources d'énergie. Donc, on va voir la matière grasse. Donc, c'est intéressant de voir la matière grasse, mais c'est surtout intéressant de regarder le don acide gras saturé. Parce qu'on va dire acide gras saturé. Alors, j'aime pas dire qu'il y a du bon et du mauvais parce que c'est pas aussi clivant que ça. Mais disons que c'est ce qui peut, en grande quantité, ne pas faire super du bien à notre corps. Donc, quand on achète quelque chose qui est gras, on va regarder le don acide gras saturé. Je l'ai pas dit au début, mais c'est aussi important d'avoir en tête, c'est que quand vous comparez et quand vous regardez les lectures des étiquettes sont intéressantes pour regarder ce qu'il y a dans le produit, c'est intéressant pour comparer des produits entre eux. On est d'accord qu'on va pas comparer par exemple du beurre avec, moi je sais pas, un biscuit. Ça n'a rien à voir. Donc bien sûr que quand vous allez prendre du beurre, donc là, la matière grasse c'est à 80 grammes, je crois que c'est 50 grammes d'acide gras saturé, c'est beaucoup. Après rapportez-le aussi sur 100 grammes. Mais quand il y a l'acide gras saturé, souvent pour le beurre, ce qu'on dit du coup, c'est de le consommer cru, parce que du coup, ça n'altère pas trop les acides gras et c'est ce qui est souvent mauvais pour notre corps. Donc voilà, quand vous achetez un produit qui est censé être gras, regardez la quantité d'acide gras saturé. C'est vrai que moins il y en a, mieux c'est. Mais on verra aussi, il y a des nuances. Les glucides, hyper important. Donc là, c'est toujours l'étiquette en fait du biscuit. Donc les glucides, il y a deux notions. On a tout ce qui est glucides simples, ce qu'on appelle souvent les sucres, et glucides complexes, c'est un peu sucre lent et sucre rapide. Donc les glucides, c'est l'ensemble de tout ça, c'est les sucres lents et les sucres rapides. Mais ce qui est vraiment hyper important et on doit regarder, parce que les glucides, qui en est beaucoup, c'est chouette. Par exemple, si vous avez un paquet de pâtes ou un paquet de riz, bah, n'importe, un paquet de féculents devant vous, vous allez voir qu'il y a énormément de glucides, mais tant mieux, parce que les glucides, c'est ce qui nous tient au corps, on en a besoin. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est les sucres, les dons sucres. Et là, on voit en fait dans ce paquet que vraiment 33 grammes de sucre pour 100 grammes, pour 73 grammes de glucides, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc là, ce petit biscuit là, dont on était déjà un peu conscient parce que de toute façon, le premier ingrédient c'était le sirop de glucose. Mais quand on voit qu'il y a 33 grammes de sucre, vous êtes sûr que vous allez consommer des biscuits et vous allez vous dire une heure après, mais je comprends pas, soit moi, soit mon enfant, il a faim alors on a goûté. Mais en fait, il a goûté beaucoup de sucre. Donc le sucre, en fait, il monte dans le sang et puis il redescend très vite. Et c'est ce qui fait quand ça monte et ça descend, c'est là le pic qui fait qu'on a faim. Alors que quand on mange quelque chose où il y a des glucides, où il y a des fibres, par exemple comme une pomme, où on va avoir des fibres, la fibre réduit l'absorption du sucre et du coup on le digère beaucoup plus doucement et du coup ça nous cale beaucoup plus longtemps. Donc voilà, c'est hyper important à regarder la quantité de fibres, de protéines. Donc voilà, ça c'est regarder la déclaration nutritionnelle, c'est vraiment hyper important. Après là, je passe rapidement parce que c'est pas non plus le but de ce webinaire, mais vous avez les quantités nettes du produit, vous avez l'origine, surtout pour la viande. C'est obligatoire qu'il y ait marqué l'endroit ou le lieu d'élevage et d'abattage. Donc là, vous voyez, il y a marqué que de la viande de bovin née, élevée, abattue en France. C'est obligatoire, donc ça, vous l'avez sur tous les packaging. Mais ça, c'est vrai que c'est intéressant aussi pour se dire, quand vous voulez acheter de la viande, et bon, vous voulez acheter de la viande rouge, mais si vous voulez acheter local ou au moins français, regardez que ça soit origine France. Parce que c'est vrai que si c'est l'origine et encore plus loin, regardez l'origine du produit, c'est quand même hyper important. Après, je vais rapidement aussi tout ce qui est produit light ou allégé. Il y a vraiment un teneur en sucre qui doit être allégé de 25%, à part pour les boissons light.
Et là, rapidement, parce qu'on a plein de choses à voir, mais c'était pour vous dire que des fois, il y a des personnes qui se disent, ah ben, je vais manger moins sucré, ou alors là, je vais manger en l'occurrence moins gras, et du coup, je vais prendre un produit qui est allégé. Attention, on dit toujours, consommer le produit brut, c'est le mieux. Dès qu'il y a qu'on abaisse la quantité de sucre ou de graisse, c'est forcément, ça devient un aliment transformé parce qu'on transforme le produit. Et du coup, là, vous l'aurez compris, le 4%, c'est avec ces ingrédients. Donc, il y a du lait, il y a de l'eau, de la crème, puis on a rajouté de l'amidon, on a rajouté des stabilisants. Parce que bien sûr, si on a enlevé la matière grasse, il faut bien que le produit y tienne. Alors que dans notre crème de base, on avait juste la crème et des ferments lactiques. Donc, attention à tous ces produits light. C'est comme pour les produits laitiers, tout ce qui est yaourt 0%, ils n'ont aucun intérêt. Donc, déjà, dans des yaourts, il y a très peu de matière grasse. Mais cette matière grasse, en fait, elle est vraiment utile parce ce qu'on appelle, il y a des vitamines qui sont liposolubles, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de matière grasse pour être absorbées. Et la vitamine D, qui est contenue dans les produits laitiers, a besoin de matière grasse pour être absorbée. Donc le peu de matière grasse que vous avez dans vos yaourts, ils vont vous aider à absorber la vitamine D. Et tout va ensemble, c'est un peu une cascade, parce que la vitamine D aide à absorber le calcium. Donc tout va ensemble. Donc si on commence à prendre des produits, enfin quand on consomme des produits laitiers, c'est pour se dire, ah ben, j'ai pris de la vitamine D et du calcium. Si on prend des produits light, allégés, à 0%, bah, on aura une quantité d'absorption qui sera diminuée. Et du coup, bah, c'est quand même dommage. Et on aura pris des additifs en plus. Donc, pas d'intérêt à tout ce qui est produits light ou allégés. Donc, bien sûr, il y a les produits sans sucre. Alors, c'est la différence entre sans sucre ajouté et sans sucre. Sans sucre ajouté, c'est vraiment, il n'y a pas d'ajout de sucre, mais il y a le sucre qui est naturellement présent dans le produit. Alors que sans sucre, c'est pareil, c'est un aliment transformé parce qu'on enlève vraiment le sucre et on rajoute les édulcorants. Ça, en termes d'alimentation durable, c'est pas foufou, les édulcorants, vu comment c'est produit. Donc, on évite aussi tout ce qui est sans sucre. On privilégiera, pardon, tout ce qui est sans sucre ajouté. Et on revient du coup à notre étiquette, donc là, de spécialité végane à base de protéines de soja, parce qu'on n'a pas le droit de dire le terme steak végétaux. Bon, vous voyez, on a les protéines de soja réhydratées, de l'eau chapelure, on a la farine, ok, des huiles végétales, comme la farine, l'amidon, le vinaigre, le stabilisant, méthylcellulose, gomme de goire, fibres d'agrumes, arômes naturels, correcteur d'acidité. Bon, je vais vous dire, là, vous voyez qu'on a affaire à un produit qui est ultra transformé. Plus la liste est longue, du coup, plus le produit est transformé, bien sûr. Donc là, la personne qui se dit, ah, mais je vais diminuer ma consommation de viande et je vais prendre une spécialité à base de protéines de soja, ça sera meilleur pour ma santé. Bon, bah, en fait, pas du tout. Il vaut mieux, on parlait du fait maison tout à l'heure, il vaut mieux le faire soi-même. C'est très rapide de faire un steak, par exemple, d'haricots rouges ou de pois chiches, de le faire soi-même. Ça prend pas beaucoup de temps et ça sera bien meilleur pour notre santé. C'est là tout l'intérêt. Quand on diminue la quantité de viande rouge pour faire du bien à notre corps et faire du bien à notre santé, c'est d'aller dans la prolongation du bon pour notre corps et bon pour notre santé. Et donc, ça va pas dans le même sens que les produits ultra transformés. Donc, faites attention à tout ça, à ce marketing, parce qu'ils sont vraiment très, très forts. Et c'est intéressant hein, quand on fait les lectures d'étiquettes alimentaires vraiment en présentiel, parce que tout le monde vient avec ses packaging et on a souvent le paquet de biscuits tout vert et ils jouent là-dessus. Là, vous voyez, vraiment, il y a du vert, il y a du marron, ça fait nature, on a le petit tracteur. On dirait que c'est vraiment super, alors que, bah non, en fait. Donc voilà, faites attention à tout ça, soyez vigilants. C'est très facile de nous berner, pardon. Donc, ce que je disais aussi à retenir, donc plus la liste est longue, plus le produit est transformé. Les ingrédients qu'on ne connaît pas ou qu'on ne peut pas prononcer, parce que souvent il y a des choses, mais là, méthylcellulose, on a l'habitude de le dire, mais quand on n'a pas l'habitude, c'est peut-être un peu compliqué. Il y a des mots, des additifs qui sont encore plus compliqués que ça. Donc attention, là c'est pas le sujet non plus, mais vous avez on l'avait fait l'année dernière ou il y a 2 ans sur le microbiote intestinal, donc vous pouvez le voir sur YouTube. Vraiment tout ce qui est additif en trop grande quantité, on sait que ça vient altérer notre microbiote intestinal. Et quand on voit le lien aujourd'hui entre le microbiote et notre santé, ben, c'est hyper important de le prendre en compte. Et attention aussi à tout ce qui est soja en trop grande quantité, parce qu'en fait, les soja, c'est un nom barbare aussi, mais ça fait partie de la famille des phytoestrogènes. En gros, ça a un lien avec nos hormones, ça va un peu perturber nos hormones. Alors quand c'est pas en trop grande quantité, ça va. Mais si vous, pareil, demain, vous vous dites, j'arrête la crème fraîche et je prends que de la sauce soja, et si la crème fraîche, vous en prenez tous les jours, et que tous les jours, vous allez consommer de la sauce soja, attention, parce que voilà, ça va venir entraîner des déséquilibres hormonaux. C'est pris en trop grande quantité. Il faut savoir que c'est vraiment aussi à limiter chez tout ce qui est femme enceinte. Même je pense qu'on le recommande pas du tout pour les femmes enceintes et pour les enfants de moins de 3 ans. Ça, c'est hyper important. J'ai pas la quantité là de soja en tête. Je pense qu'elle existe. Là, je vous avoue, je l'ai pas en tête. Mais c'est dans la mesure de se dire, il faut pas en consommer tous les jours.
Donc voilà pour un petit peu tout ce qui est produits végétaux et attention voilà, au changement. Donc, on a vu tout ce qui est la viande rouge, on a vu tout ce qui est privilégié du coup les produits végétaux, on va voir aussi tout ce qui est produits bio ou alors dans une agriculture raisonnée parce qu'on va voir que le bio aussi c'est un coût et qu'on ne peut pas tous se permettre de consommer bio. Du coup, qu'est-ce que l'agriculture biologique? Déjà, c'est une méthode de culture qui va respecter les cycles naturels. Donc, quand tu disais tout à l'heure qu'il y a vraiment un enjeu à limiter tout ce qui est on dénature, tout ce qui dénature les sols et d'utiliser d'appauvrir nos sols. Là, au contraire, ça va respecter tout ce qui est cycle, donc ça va pas venir appauvrir nos sols. Donc, il n'y a pas de produits chimiques de synthèse, pas d'OGM, pas de procédé d'irradiation. L'irradiation, c'est un procédé de conservation des aliments qui existe de plus en plus, notamment en ce moment, bah, là c'est un peu la fin, mais on était sur les fraises, c'est beaucoup utilisé pour ça. Donc ça, c'est pareil, il y a des normes. Hein, quand vous achetez un produit radié, c'est comme des OGM. Si c'est marqué sur un produit, vous avez un logo attention irradiation. Ça favorise du coup tout ce qui est engrais naturel et lutte biologique. Et je l'ai pas dit tout à l'heure pour les légumes secs, mais c'est hyper intéressant pour nos sols aussi. Je vous disais tout à l'heure qu'ils sont riches en composés azotés, mais c'est parce qu'ils vont venir désazoter du coup le sol. Et du coup, le sol, ça vient le faire vivre aussi, ça vient l'enrichir, on va dire, en quelque sorte. Donc vraiment, pour nous, c'est super bon, mais pour la terre, c'est super bon aussi. Donc le PNNS, il recommande de consommer des produits bio, on va dire si possible, sinon pas de panique. Tout à l'heure, je l'ai vu tout à l'heure par rapport il me semble, aux pesticides. Une alimentation variée, équilibrée, même non bio, ça reste bénéfique pour la santé, même si on n'achète pas bio. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y a vraiment une balance. Et alors, il est vrai que si on n'achète pas bio, il peut avoir des pesticides. Alors, il y a des choses à faire aussi, de rincer les légumes avant de les consommer ou les fruits. Les fruits, par exemple, qui peuvent être très riches en pesticides, ben, on va enlever la peau. Donc il y a des choses à faire. Consommer local aussi, c'est important parce qu'on sait un peu ce qui se passe autour de chez nous. Mais si on peut pas manger bio, c'est pas grave. Il vaut mieux manger des fruits et légumes même pas bio, même s'il y a des pesticides. En fait, la balance bénéfice-risque vient monte plus sur les bénéfices parce qu'en fait il y a des fibres à l'intérieur qui sont hyper bonnes pour notre santé. Et du coup, même si on ingère quelques quantités de pesticides, bah, c'est contrebalancé par les fibres qu'on a consommées. Donc pas de panique, il faut quand même consommer des fruits et des légumes, c'est hyper important. En France, là, je crois que j'avais une question sur les quantités. Euh, on nous recommande de consommer entre 30 et 50 grammes de fibres par jour. Donc ça ne veut pas dire 30 à 50 grammes de légumes, c'est que dans un légume, par exemple, on peut avoir 10 grammes de fibres. Donc il faut consommer plusieurs fruits et légumes, d'où la recommandation des 5 fruits et légumes par jour, d'où la recommandation des 2 portions de légumes secs par semaine. Tout ça, c'est pour qu'on arrive aux 30 à 50 grammes de fibres par semaine, en sachant qu'en France, on doit être autour des 15 grammes, donc on a vraiment un retard. Pour tout ce qui est produits bio, attention aussi, il y a différents labels qui existent. Alors là, ils sont tous chouettes. J'ai pas mis celui-là, voilà, le produit de l'année, produit de montagne, voilà. Il y a des labels qui sont pas forcément gages de qualité. Un label, c'est vraiment quelque chose qui est garanti par les pouvoirs publics, c'est contrôlé par des organismes qui sont indépendants à la marque du produit. Et il y a un cahier des charges vraiment qui est strict et un organisme qui vient certifier le produit et donc accrédité, conformité, homologué. Donc, voilà, attention à tous ces labels. Donc il existe plusieurs labels. Et là, j'ai eu un problème de diapo. Alors je voulais vous faire deviner les labels, mais je vous ai mis déjà les textes. Donc bon, je pense qu'il y en a pas mal que vous connaissez. Donc comme je vous l'ai dit, il y a tout ce qui est le label bio. Donc ça signifie qu'il y a au moins 95% des ingrédients qui viennent de l'agriculture biologique. Donc c'est respectueux de l'environnement et du bien-être animal. Il n'y a pas d'OGM et il n'y a pas de produits chimiques de synthèse. Ça, c'est important à le savoir. Attention aussi, je vois beaucoup dans les magasins bio des fois et je vois des gens autour de moi qui me disent, bon, bah, si j'achète bio, c'est forcément bon. Oui, mais attention, parce que des fois, on voit des tomates bio en hiver. Et alors, les personnes me disent, mais oui, mais je les ai achetées bio. Oui, mais enfin, c'est pour ça que je dis qu'il faut garder son bon sens aussi, respecter les saisons et le bio en accord avec les saisons. C'est vraiment hyper important. On a ces deux petits logos aussi, AOP souvent et IGP. Donc pour une fois, je vous dirais de privilégier le rouge que le bleu, mais le bleu est quand même mieux que s'il n'y a rien du tout. L'appellation d'origine protégée, c'est vraiment basé sur le savoir-faire et il faut savoir que la production, la transformation et l'élaboration, elle est vraiment réalisée dans la région dans laquelle a été mis l'AOP. Donc ça garantit vraiment la qualité de terroir. L'indication géographique protégée, ça garantit également une indication géographique du produit, mais en fait, il faut savoir qu'il n'y a qu'une seule étape parmi la production, la transformation et l'élaboration qui doit avoir lieu dans une zone définie. Donc c'est plus souple que l'AOP. C'est toujours lié au terroir, hein,
je dénature pas du tout ce label qui est hyper important. Mais disons que si vous pouvez privilégier l'AOP, on va dire que c'est le 1, l'IGP c'est le 2, et puis rien du tout, bah, ça va être le 3. Donc ça, c'est vraiment des labels du coup qui sont très intéressants. Quand on va dire bah, tout ce qui est manger durable, bah, consommer durable, c'est consommer aussi pas loin de chez nous, ou alors déjà en France et dans des bons savoir-faire. Donc voilà, tout ça, ça va être hyper important de faire attention aux labels. Il n'y a pas que ça hein, comme label, on a aussi tout ce qui est label rouge. Et alors là, c'est vraiment sur la condition de production et de fabrication qui sont plus exigeantes pour l'animal, c'est les conditions de vie. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a des normes pour chaque animal, pardon. Bah, on va pas demander la même quantité de surface de vie pour une poule, par exemple, que pour une vache. Ça nous paraît logique. Donc voilà, il faut le savoir. Il y a des normes pour chaque type d'animal. On a aussi bleu blanc cœur qui est hyper important. Alors souvent il y a des personnes qui me disent ah oui c'est bleu blanc cœur, c'est bio ou c'est bleu blanc cœur, on sait pas trop comment le définir. Le bleu blanc cœur en fait ça signifie que la nourriture qu'on a donnée aux animaux est beaucoup plus riche en oméga 3. Et c'est aussi une agriculture qui est respectueuse de l'environnement. Ça c'est deux choses hyper importantes. Il faut savoir qu'en France on consomme pas assez d'oméga 3 et c'est surtout qu'on a une mauvaise balance entre les oméga 3 et les oméga 6 et oméga 9. Et le fait de parce qu'on consomme beaucoup trop d'aliments justement ultra transformés où il n'y a pas forcément des oméga 3 dedans et il y a une mauvaise balance en alimentation et aussi parce qu'on consomme pas forcément des produits animaux donc de la viande avec le logo bleu blanc cœur et du coup il y aura une alimentation qui sera si on achète un aliment qui est moins coûteux, on se doute que bah, du coup la viande elle a pas eu la meilleure des alimentations et du coup qui sera pas très riche en oméga 3 et du coup on consomme beaucoup moins d'oméga 3 qu'avant quand nos grands-parents, ils avaient leurs vaches dans leur pré et qui mangeaient directement la bonne herbe. Donc voilà, ça c'est hyper important aussi pour nous. Et après, bien sûr, le fameux logo, alors il existe pour la viande, mais il existe aussi pour les fruits et légumes, il faut le savoir. Souvent pour les fruits et légumes, donc surgelés, parce qu'on n'a pas de label quand c'est pas emballé. Mais voilà, ça assure vraiment quand vous avez ce logo, ça veut dire que c'est né, c'est élevé, c'est abattu, c'est découpé, c'est transformé en France. Donc vraiment, en termes de durabilité, en termes d'alimentation durable, on peut pas faire mieux parce qu'on sait qu'il y aura beaucoup moins aussi d'acheminement que si on achète une viande à l'étranger et qui n'a pas les mêmes normes en plus qu'en France. Donc ça, c'est hyper important. Voilà pour les labels et faire attention à tout ce qui est produit bio ou en tout cas avec des labels ou en agriculture raisonnée. Le troisième point, je vais vite parce que je vois qu'il reste qu'un quart d'heure, c'est toujours le souci, c'est favoriser le fait maison. Ça, on l'a dit, je pense qu'il n'y a pas de secret. Alors, je sais que c'est compliqué aussi parce qu'on est dans un équilibre. Je sais pas la moyenne d'âge des personnes qui sont derrière, mais je me dis c'est la même chose parce que quand je fais des ateliers avec des retraités, vous me dites ben, vous êtes surchargé, que c'est compliqué aussi parce que des fois, si vous êtes seul, vous n'avez pas forcément aussi envie de vous cuisiner à manger. Et puis les actifs, ils sont là, ils disent mais j'ai pas le temps, entre le train-train du quotidien, ça va trop vite. Alors on va voir qu'il y a plusieurs astuces aussi pour favoriser le fait maison. Mais vraiment, tous les avantages du fait maison, c'est vraiment on sait ce qu'on mange. Quand on cuisine soi-même, on contrôle les ingrédients. Du coup, on évite tout ce qui est additif qu'on voyait tout à l'heure et les excès de sucre ou de sel parce qu'il faut savoir que dans les aliments ultra transformés, on rajoute énormément de sucre et de sel et qui sont pas forcément, ça on le sait, en excès, pas bon pour notre santé. Il n'y a pas besoin d'être chef, ne vous mettez pas la pression. Si vous, j'ai des personnes en atelier, des fois elles me disent mais j'ai jamais fait à manger, puis là je m'y mets à 70 ans. Mais je dis mais c'est génial, mais il faut y aller à votre rythme. Faites des choses simples. Maintenant sur Internet, alors il y a des personnes, c'est vrai que je vois en atelier, elles sont pas trop internet, mais il y a pas de problème. Vous allez à la bibliothèque, dans les bibliothèques, il y a plein de livres de recettes. C'est souvent même chez nous. On n'a qu'à aller dans notre bibliothèque, on a souvent plein de livres de recettes qu'on ne regarde jamais. Mais regardez, des recettes simples et rapides vraiment qui permettent de bien manger. Vous faites une soupe, là je vous ai dit les salades composées en été, un plat de légumes sautés avec les légumes surgelés. C'est vrai que c'est intéressant d'avoir des choses au congélateur quand on en a, parce que quand on rentre et qu'on se dit ah mince j'ai pas le temps, au lieu de faire chauffer un truc tout fait, on prend au congélateur et ça cuit rapidement et hop au moins on sait qu'on mange des choses meilleures pour notre santé. Moins d'emballage aussi et plus d'économie, comme je disais tout à l'heure, quand on achète des aliments ultra transformés, souvent ils sont sous des cartons, sous des sachets, sous des plastiques, hein, c'est du coup beaucoup plus d'emballage. Et c'est bon, du coup quand on cuisine c'est bon pour l'environnement, c'est bon aussi pour notre corps. Et ça peut être un moment convivial à partager en famille. On le voit, enfin cuisiner ensemble et aussi d'anticiper ce qu'on a envie de manger, ça peut être intéressant et ça peut faire manger les enfants. Et puis on redécouvre des choses simples. Tout à l'heure, je disais, avec des légumes et des fruits, on peut s'amuser parce que déjà, c'est des goûts différents, c'est des couleurs différents. On parlait de plaisir. Quand on a une assiette où on a que du blanc dans notre assiette, je sais pas moi, avec des patates, un poisson blanc, une sauce blanche,
ça donne pas forcément envie. Alors dès qu'on va mettre des légumes, on va mettre de la couleur, on va donner des senteurs aussi, ben, ça va donner envie et du coup, on aura envie de se mettre à table. La saisonnalité, j'y reviens pas. Alors, pour le porte-monnaie, c'est génial parce que du coup, ça coûte beaucoup moins cher. Moins cher, c'est meilleur pour la planète. On utilisera beaucoup moins de pesticides. La qualité de la terre sera bien meilleure. La qualité de l'eau, on va pas produire de l'eau en excès. Ça sera pas sous serre. Il y aura pas d'agriculture artificielle, donc c'est vraiment meilleur pour nous. Du coup, pour la planète, ça a beaucoup plus de vitamines et de goût. Il faut savoir qu'il y a des choses quand elles sont produites hors saison, c'est pas du tout la même quand c'est de la lumière de synthèse. On n'a pas les mêmes vitamines dans les aliments, donc ça n'apporte pas les mêmes quantités de vitamines. Et vous le voyez, si vous avez déjà mangé une tomate, je prends souvent cet exemple, mais en hiver, ça a vraiment aucun goût. Du coup, il n'y a pas de plaisir. Et puis, quand on consomme local, eh ben, on faut travailler aussi les gens d'à côté de chez nous, et c'est quand même beaucoup plus valorisant. Il faut savoir voilà, qu'une tomate produite hors saison, c'est 4 fois moins d'impact sur l'environnement quand elle est produite en saison. Mais il y a vraiment des choses qui sont énormes. On n'a pas le temps de tout voir aussi, mais quand on donne des recommandations, je vous dis le PNNS sur les consommations de fruits et légumes, de diminuer sa quantité de viande, de consommer local, c'est pour nous, c'est pour notre santé, mais c'est aussi pour l'environnement. Enfin, on a tous à tout y gagner. Je vous ai mis rapidement, là, on est au mois de juin, donc un peu tout ce qui est fruits et légumes de saison. Bon, la fin du chou-fleur quand même, mais on va arriver à tout ce qui est courgettes, tout ce qui est poivron. C'est un peu compliqué en fait les mois de juin comme les mois de septembre. On est entre deux saisons et du coup on sait plus trop quoi consommer. Mais là vraiment, il fait chaud. Ça, je crois que dans toute la France, si vous venez de je ne sais où, il fait très chaud. Donc c'est bon, les tomates, les courgettes, tout ça, ça arrive. Consommer local, donc je vous disais, produits plus frais, plus riches en nutriments, on aura beaucoup moins de transport, donc moins de perte de vitamines, c'est récolté à maturité, moins de transformation, c'est souvent brut, moins d'additifs du coup, et je me le répète, mais mieux digéré, plus savoureux, et on soutient les producteurs locaux, ça c'est hyper important. Je vous ai mis là, j'ai découvert ça en faisant les diapos, parce que souvent le poisson c'est quand même un souci sur l'alimentation durable et on ne sait pas trop quoi consommer. Alors il y a des labels aussi et des produits qui sont faits pour nous aider, mais on a un site qui s'appelle Pleine Mer et qui met en lien, alors là je l'ai mis nous Occitanie, mais tout ce qui est pêcheur en fait pour que ce soit direct du pêcheur au producteur. Donc voilà, j'ai trouvé ça hyper intéressant, c'est sur le site Pleine Mer. Et on me parlait le gaspillage alimentaire. Je suis tellement triste de ne pas avoir assez de temps pour parler de tout, mais ça, c'est vraiment hyper important parce que pour le coup, alors tout ce qu'on a fait depuis tout à l'heure, bah, on peut le mettre en place, mais le gaspillage alimentaire, ça paraît un geste, mais citoyen, on va dire, et hyper important. Est-ce que vous avez, alors j'ai plus le chat, donc je pourrais même plus le voir, mais si vous avez une idée de la quantité de déchets qui sont jetés par an et par habitant chaque année, en sachant que c'est une moyenne. Je vais essayer quand même de remettre le chat au-dessus. Hop, mais c'est pas grave. Alors, c'est 30 kilos. Il faut savoir que c'est 30 kilos par an et par habitant, en sachant qu'il y a 7 kilos d'emballages qui sont même pas ouverts. Donc, c'est vraiment, on se dit, mais c'est pas possible. Quand on voit ces diapos, alors souvent, ça fait réagir. Et puis, quand on en parle, en fait, on se dit tous, ah bah oui, c'est vrai, ça m'arrive. Je suis allée dans un supermarché, j'ai acheté des choses qui me donnaient envie, et puis je les ai oubliées. Voilà. Attention à tout ça. Il y a plusieurs choses du coup pour limiter le gaspillage alimentaire. Déjà, quand on organise son frigo, quand on met quelque chose, on le consomme, on le laisse pas tout au fond derrière. On achète que ce qu'on a besoin. On va avoir la liste des courses hyper important. Euh, Aussi, souvent de comparer les prix au kilo. Mais si le prix au kilo c'est le 500 grammes et que vous êtes seul et que vous avez pas le manger, attention aussi à tout ça. Et conserver plutôt que jeter quand vous avez des ingrédients, vous achetez en début de semaine et vous dites ah bah je vais peut-être plutôt le manger la semaine prochaine, mettez-les au congélateur ou même des fruits pas super bons, faites-en des compotes, enfin, faites quelque chose, faites attention à tout ça. Je vais rapidement parce que j'ai d'autres choses à vous dire, mais attention aussi à comment on achète nos produits. C'est vrai que c'est un lien. Alors je dis attention, je peux dire attention non plus, mais c'est pas trop alarmiste. Mais c'est quand on a la chance d'avoir un potager, c'est encore mieux. Quand on a la ferme à côté, si on a des AMAP, si on a des applications comme la ruche qui dit oui, si on a des choses autour de chez nous qui font qu'on peut consommer local et autour de chez nous, c'est super. Les ventes à la ferme, par exemple. Si vous allez au marché, alors au marché c'est super, attention aussi parce que sur le marché des fois on voit de tout et on peut déjà voir des tomates en hiver. Donc attention aussi aux producteurs du marché, mais on va dire que ça reste encore ça va. Et là dès qu'on va au supermarché, ben vous voyez il y a tout ça. Quand on achète des produits de loin, c'est pour ça regardez vraiment l'origine, tout ce qui est avion. On n'y pense pas toujours à l'impact de nos aliments, mais quand ça vient de loin, quand c'est emballé, mis en magasin, et puis du coup quand on fait le drive, ben là il y a des emballages individuels, donc on est au plus du plus. Alors attention aussi, je vous ai donné plein de choses. Il y a des personnes qui vont me dire oui, bah, si pour manger équilibré, j'ai pas le temps, je fais le drive, ok.
Bah, chacun va piocher un peu ce qu'il veut aussi dans ce. C'est pas pour vous culpabiliser que je dis ça, c'est juste pour que vous ayez idée de tout ça. Donc voilà, 80% des emballages sont des emballages alimentaires. Comment faire aussi d'acheter en vrac? Ça permet de limiter les emballages. Des achats sans superflu, des choses qui n'ont pas besoin. Des tupperwares en verre au lieu du papier d'alu. Ça évite de consommer tout le temps du papier d'alu. Trier ses déchets, bon ça c'est devenu quand même un peu plus une norme. Et maintenant, depuis le 1er janvier, composter. Soit des composteurs si vous habitez dans des grandes villes comme Lyon ou Montpellier peut-être. Je connais Lyon et Strasbourg, il y a des composteurs. Des fois, il y a des composteurs de quartier. Moi, je sais que j'habite à Perpignan et on en a. Donc voilà, renseignez-vous auprès de votre commune. Attention aussi aux dates de péremption. Il y a des personnes qui me disent: ah, ben ça a approché la date, j'ai jeté. Oui, mais déjà, c'était quelle date? La date de la limite de consommation, c'est souvent ce qu'on voit dans les produits frais. Donc, c'est à consommer jusqu'au, par exemple, en 2019. Donc là, attention, c'est vrai que si on dépasse, il peut avoir un risque pour notre santé. Donc, c'est interdit à la vente. Gardez votre bon sens. Maintenant, on le voit sur des produits, on dit santé, regardez. Même si des fois, on dépasse quelque peu la date, regardez quand même, et votre bon sens, une viande qui est plus bonne, on le sent directement. Alors la DDM, c'est sur tout ce qui est produits secs, tout ce qui est semoule, riz, tout ça. Et là, pour le coup, même si vous passez la date, il n'y a aucun problème pour votre santé. C'est juste qu'on va perdre quelques qualités gustatives, pardon. Donc attention, regardez et ne jetez pas forcément parce que ça arrive à la date. Ça, je l'entends souvent. J'ai jeté, ça arrive à la date. Bon, mais attention, vous pouvez le consommer. Donc regardez bien aussi les dates et évitez de mettre les produits tout au fond du placard. Ça peut arriver. Et les astuces anti-gaspi, du coup, je finirai sur ça. N'hésitez pas à mettre dans le chat vos idées, mais du coup, je vais enchaîner directement avec ce que je peux vous dire. De planifier vos repas, c'est vraiment super important. Euh, je sais que ça paraît compliqué, mais c'est quelque chose à prendre, je pense, à mettre en place au fur et à mesure. On se pose avec toute sa famille, on demande bah, qu'est-ce qu'on aimerait. Du coup, ça permet aussi d'aller plus vite. Et ça permet de mieux gérer les courses parce qu'on fait la liste de ce qu'on a besoin et on achète vraiment ce qu'on a besoin. Alors que des fois, on va aux courses, on n'a pas de liste, on achète des choses. En plus, des fois, on achète toujours les mêmes choses, donc on se dit, bah, j'ai pas envie d'aller à table parce qu'en fait, je mange toujours la même chose. Et puis en plus, des fois, on fait des achats superflus. Attention, si je l'ai pas dit, mais de faire de faire les courses, pardon, le ventre plein. Quand on a faim, souvent, et quand on va aux courses, c'est là qu'on va acheter tout ce qui est charcuterie, qu'on va acheter apéro, des choses qui sont biscuits apéro, hein, quand je parle de biscuits. C'est pas forcément super bon, et puis pour votre panier non plus, votre carte bleue, c'est pas forcément super bon. Donc, le choix des produits aussi selon la date limite. Ça, je le vois souvent dans les rayons. Des personnes qui vont chercher tout au fond de regarder les yaourts, la date la plus longue, alors que les yaourts, elles vont les consommer dans la semaine. En fait, du coup, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Juste bah, les yaourts, peut-être que du coup, ils vont pas les vendre parce que c'était en date courte et on va les jeter. Donc, attention aussi à ce mode. Alors, c'est vrai que si c'est quelque chose que vous allez consommer dans 2, 3 semaines, ça a un intérêt, mais sinon, pas forcément. Acheter en vrac, je vous l'ai dit, bien ranger les produits dans son frigo. Alors maintenant, dans les nouveaux frigos, bah, il y a plus vraiment tout ça, mais avant, vous savez, il y avait des températures. Ça, j'ai pas le temps, mais vous pouvez regarder. Il y a pas de souci sur Internet. Il y a tout le temps les petits logos des frigos. Congélation des produits aussi. Attention aux dates proches. Souvent, j'entends, ah ben c'était le jour J, du coup, je l'ai congelé. Alors oui, alors, en soi, c'est pas, il y a rien qui est grave. Mais attention à bien avoir respecté toute la chaîne du froid du produit, parce que quand on met quelque chose au congélateur, on ne supprime pas les bactéries, on fait juste que limiter leur développement. Et du coup, on ne sait pas si le produit sera forcément bon dès que vous allez le mettre à décongeler. Donc attention à tout ce qui est date proche et on les garde pas non plus trop longtemps au congélateur. Et du coup, voilà, tout ce qui est produit à consommer rapidement, à les mettre plus visibles. On valorise les restes, comme je disais tout à l'heure. Les légumes abîmés, on les met dans des soupes, dans des gratins, dans des purées. Les restes de viande ou des féculents, on les met dans des recettes. Je ne sais pas si vous regardez Fais pas ci, fais pas ça, mais il y a le fourzitou. Voilà, j'ai appelé repas vide frigo parce que tout le monde n'a pas la référence. Mais voilà, si vous avez des choses dans le frigo, on arrive toujours à faire une quiche, à faire un flan, à faire quelque chose avec tout ce qui reste dans le frigo. Et ça évite de jeter. On peut cuisiner. Alors si c'est bio, c'est quand même mieux. Tout ce qui est épluchure et fan. Et sinon, on peut les composter. Ça évite aussi que ça aille à la poubelle pour rien. Et les fruits trop mûrs, comme je disais, les compotes, les gâteaux, les smoothies. Et la solidarité, on est en manque de lien social en ce moment avec le Covid, ça a vraiment impacté. Mais n'hésitez pas à sonner chez votre voisin si vous avez quelque chose et que vous partez en week-end ou vous partez en vacances. Ah bah tiens, il me reste ça. Bah plutôt que de le jeter, bah ding dong, bah, c'est comme ça qu'on fait connaissance et ça recrée du lien social aussi. Il y a des applications comme Too Good To Go ou Phoenix, pardon, qui évitent de gaspiller. Et selon la ville où vous habitez, je sais qu'il y en a à Lyon, je sais qu'il y en a à Strasbourg, des frigos solidaires. Il y en a dans les Pyrénées-Orientales aussi, dans une petite ville où j'avais fait un atelier l'année dernière. Donc ça existe, donc renseignez-vous, les frigos solidaires. En fait, on met ce qu'on consomme pas et des personnes viennent se servir.
Donc il y a plein de petites astuces comme ça qui existent. Et puis bon, on finira, mais là j'ai pas vraiment le temps. C'est les mobilités douces. On a vu qu'il y avait alimentation, mais il y a aussi l'activité physique et on peut avoir un impact aussi. Là je mettais si on a un trajet de 10 kilomètres pour aller à son travail, bon ben on voyait l'impact de CO2 parce qu'on parle d'alimentation, mais il y a pas que ça non plus. Et ça je vous invite à regarder sur un site. Mince, pardon, excusez-moi. Sur le site, alors je crois que c'était sur l'ADEME, qui permet de voir justement et de comparer ce que je me suis, un comparateur. Je me suis amusée à faire ça. Et du coup, voilà, ce qu'il faut retenir de ce webinaire, c'est de consommer local, en circuit court, de diminuer tout ce qui est quantité de protéines animales, du coup d'enrichir en tout ce qui est protéines végétales avec les légumes secs associés aux féculents, d'utiliser des choses anti-gaspi, de privilégier le fait maison et de limiter tout ce qui est aliments transformés avec moins d'emballage. Voilà, je suis désolée d'avoir été si rapide à la fin, je voyais le temps qui approchait. Mais du coup, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses et je vais regarder un petit peu, mais je pense que j'ai répondu au fur et à mesure à peu près à toutes les questions. J'avais une question associée avec les pommes de terre. Du coup, bah, les pommes de terre sont un féculent, donc les associer avec des légumes secs, comme je disais tout à l'heure, la soupe de pommes de terre avec les lentilles, bah, c'est ce qui fera l'association des protéines. Donc en fait, les acides aminés, en fait, il manque un acide aminé qu'on retrouve dans la pomme de terre. Donc c'est pour ça, il y en a qu'un. Si vous voulez, c'est une association. Euh, Là pour le fer. Oui, le fer, bah, c'est pour ça que c'est intéressant aussi c'est pour ça qu'on dit de limiter, mais pas d'arrêter complètement. Et après, ça, vous le voyez avec votre médecin traitant si vous êtes vraiment carencé en fer. Mais c'est vrai que c'est compliqué, tout ce qui est fer et vitamine B12 quand on est végétarien. Voilà, je vois des astuces, ben, n'hésitez pas à vous voulez des astuces, mais merci beaucoup à tous. Merci à tous, bonne soirée.